Je suis Delphine Zanelli, conférencière et créatrice de la méthode Lead for Impact. Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui vous donne les clés et l'énergie pour transformer vos managers en leaders, pour faire de votre entreprise un lieu attractif et performant. Chaque semaine, nous plongeons dans les sujets qui comptent vraiment. Ici, pas de mode d'emploi ou de modèle hors sol, mais des clés concrètes expérimentées en entreprise. Des discussions profondes avec des pionniers et experts variés pour nourrir votre réflexion et vous déculpabiliser. La perfection n'existe pas, les chemins sont multiples, c'est l'action qui compte. On y va ? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Ruel-Maigrelis et Charlie Gaillard, qui sont les co-présidents du CJD, Centre des jeunes dirigeants de Paris. J'avais à cœur de les recevoir sur mon podcast pour discuter avec eux de l'évolution du rôle de l'entreprise dans la société. Donc, le rôle économique, le rôle social aussi, de comprendre comment on peut les faire coexister, comment on peut faire coexister le sujet majeur de ce podcast que vous connaissez, l'impact, la performance et l'humain dans l'entreprise. Voilà. Alors, si vous vous interrogez sur la meilleure façon d'engager vos collaborateurs, de réinventer votre leadership ou simplement de contribuer à un monde en changement, cet épisode est pour vous. Ensemble, on va explorer comment l'entreprise peut devenir à la fois un moteur de régénération et un espace d'innovation humaine. Et avant de vous laisser avec notre conversation, je vous rappelle qu'il est important de vous abonner au podcast si vous l'appréciez. Ça m'aide énormément à le faire connaître, tout comme de laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast ou bien sur Spotify. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Isabelle, bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Alors je suis Elisabeth Ruel-Maigrelis, coprésidente de la section de Paris du CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants. Et je suis Charlie Gaillard, je suis le coprésident avec Elisabeth de la section de Paris du CJD. Une coprésidence avec les deux genres, c'est parfait. Exactement. En tout cas, on s'est bien trouvé, on défend des valeurs qui sont communes et c'était important, effectivement, de ne pas avoir une seule personne qui incarne un mouvement qui représente quand même 170 entrepreneurs sur Paris. Et donc voilà, on s'est dit que c'était bien de diluer les responsabilités entre nous, de se les partager en tout cas, et puis que ce soit pas effectivement incarné par une seule personne, mais bien un binôme. Et puis on est entrepreneurs tous les deux, donc on a des équipes à manager, un business à développer et ça vient en plus, c'est du bénévolat. Voilà, le bénévolat prend du temps et particulièrement la coprésidence du CJD Paris, donc on n'est pas trop de deux. Alors peut-être vous pouvez nous présenter le CJD pour ceux qui connaissent pas. Alors donc le CJD est le plus ancien mouvement patronal en France. Il a été créé par Jean Mersch en 1938 et c'est un mouvement humaniste qui a des valeurs très fortes de respect de la dignité humaine, la loyauté, l'honnêteté et la confidentialité. Et donc nous réunissons au total au niveau national 6000 dirigeants et entrepreneurs sur le territoire français. Est-ce que tu veux... Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on met l'économie au service du vivant. Et non pas l'inverse. Donc c'est un beau programme et donc effectivement je pense qu'on va beaucoup en parler, de voir comment ça peut se traduire aussi dans nos entreprises. Oui, effectivement. Alors j'ai voulu vous avoir sur le micro parce que j'avais envie d'avoir les points de vue sur le rôle de l'entreprise dans la société d'aujourd'hui par des organismes variés. Moi le CJD, j'ai un petit lien personnel parce que mon papa était président du CJD à Grenoble il y a 30 ans. Donc c'est un mouvement auquel j'ai été sensibilisée assez jeune et je dis souvent qu'il m'a transmis les valeurs de l'entreprise de demain parce que il était dirigeant et donc avec déjà ces valeurs humanistes et cette notion dont on va parler. Donc je voulais qu'on revienne sur le rôle de l'entreprise dans la société. Quelle est votre vision globalement au CJD ? Donc Charlie, tu disais l'économie au service du vivant. L'entreprise, qu'est-ce qu'on attend d'elle aujourd'hui dans la société ? Que ce soit plus qu'une entité économique, comme ça peut être le cas parfois dans le passé, mais que ce soit vraiment une entité qui impacte,
de toute façon, l'entreprise a l'impact. Elle impacte la vie des gens, des collaborateurs, des parties prenantes. Et donc, ce qu'on dit au CJD, ce qu'on essaie vraiment de faire bouger, c'est en fait que cette entreprise, elle transforme, elle soit presque régénérative. C'est-à-dire que l'entreprise doit mesurer son impact, mais doit aussi le mesurer évidemment pour le connaître, mais doit aussi prendre des actions concrètes pour limiter l'impact environnemental, pour maximiser l'impact social et sociétal de nos entreprises, parce qu'on voit bien que l'entreprise, c'est un lieu de vie, c'est une forme de communauté, et donc on a un peu un territoire d'expérimentation. C'est d'ailleurs un pilier très fort du CJD, l'expérimentation, pour que l'entreprise retrouve sa place finalement dans une société qui se pose beaucoup de questions, et avec des générations qui arrivent qui n'ont pas du tout les mêmes attentes. Voilà, donc c'est un peu work in progress, on teste beaucoup de choses, on étudie beaucoup de choses, et c'est vrai que la force du réseau, d'avoir justement ces 6000 entrepreneurs et dirigeants en France, ça nous permet de voir un petit peu ce qui est en train de se passer et peut-être de l'accélérer. Donc le CJD était à l'origine de certaines expérimentations sur la semaine de 4 jours, sur le partage de la valeur. Les 35 heures. Les 35 heures, effectivement, à l'époque. Et donc, en fait, on questionne beaucoup quel est le rôle, justement, de cette entreprise. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Donc, le CJD, en tant qu'association, se pose des questions, débat, vous débattez entre vous. Concrètement, comment ça se traduit dans vos entreprises ? La traduction, elle est immédiate. Au CJD, donc on débat, on échange nos expériences, mais on se forme aussi. On se forme notamment à de nouveaux styles de management. On parle beaucoup d'holacratie, on parle beaucoup de co-décision, d'intelligence collective. Et je pense que tous les JD qui mettent un pied dans le mouvement transforment complètement leur entreprise et les prises de décision notamment. JD, d'ailleurs, c'est quel âge ? En moyenne ? Parce que c'est ouvert à quel âge ? Alors, c'est ouvert à tous les âges, parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas ? Après, c'est pour être élu pour les mandats électifs, effectivement, il y a une limite d'âge, mais qui est quand même assez élevée, je pense que... 45 ans. C'est ça, c'est 45 ans. Ouais. Donc voilà, donc on peut être jeune à tout âge, et heureusement, tout le monde peut rejoindre le CJD. Donc effectivement, il y a des sujets de gouvernance, comme le disait Elisabeth. Il y a des sujets qui sont plutôt liés au rapport au travail, à l'engagement des collaborateurs. Donc comment on engage mieux les collaborateurs, comment on fait en sorte que ce qui est co-construit entre évidemment les entrepreneurs, les dirigeants, mais aussi bien sûr avec leurs équipes, qu'il y ait une redistribution qui soit logique, donc notamment sur des sujets de partage de la valeur. Donc c'est vraiment effectivement ce rôle de l'entreprise qu'on essaye de reposer. Et dans un monde où tout va très très vite, c'est effectivement un questionnement auquel on n'a pas de point final. C'est en perpétuelle évolution. Bien sûr, de toute façon, c'est le principe de tout questionnement. Il n'y a pas vocation à avoir une réponse. Exactement. C'est plutôt à dessiner des choses dont vous avez parlé d'expérimentation. Oui, exactement. Tout ce que vous racontez me fait penser beaucoup à la posture de leadership. C'est pas une notion que vous touchez du doigt. Parce que quand on parle de quand on parle d'engagement, quand on parle, de tout ça, il y a beaucoup la question du leadership pour moi. La question du leadership, elle est au centre de nos réflexions, bien sûr. Oui, il faut savoir entraîner, ne pas manager mais l'idée, ne pas décider mais co-décider, prendre une certaine posture. Le CJD aide à changer notre posture. Par exemple ? Intelligence collective. Ouais. C'est-à-dire, dites-moi concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que y a pas une grande stratégie qui est définie par le dirigeant, l'entrepreneur ou le dirigeant ou la dirigeante, qui est ensuite déclinée par les équipes. Mais il doit quand même porter une vision, ce dirigeant. Il doit porter une vision, mais la vision et la traduction de cette vision en déploiement opérationnel, c'est deux choses différentes. Et puis il y a l'ambition. Donc effectivement, l'entrepreneur ou le dirigeant doit porter une vision de marché, doit apporter une ambition pour son entreprise, mais pour autant, la façon dont ça va être déployé doit être discuté en entreprise. Et on considère que c'est des débats qu'on doit avoir lieu, qui sont sains, qui sont... à nouveau, on est un collectif d'abord. Donc c'est la stratégie qui est discutée, parce que la stratégie, c'est comment on va de A à B. Exactement, c'est ça. D'accord. C'est ça. On donne la direction et on discute de la stratégie avec nos équipes. Engager les équipes dans une stratégie, c'est
se les mettre avec nous dans cette aventure, les embarquer dans l'aventure. Et surtout les rendre acteurs. Et les rendre acteurs, voilà. Et en fait, un salarié qui se sent exister et qui sent qu'il a un vrai rôle au sein de son entreprise, c'est un salarié, et on vient au terme de la performance, qui performe parce qu'il s'épanouit, parce qu'il partage les valeurs de la société, avec son dirigeant. Il y a des questionnements en permanence. Et donc, c'est un salarié qui est épanoui. Et c'est un salarié qui se sent utile et qui a du sens à son travail. Exactement. C'est ça, on parlait d'impact des entreprises. Donc, effectivement, l'entreprise doit mesurer, réfléchir et voir comment elle peut avoir un impact positif sur la société. De la même façon, il faut que, avec nos collaborateurs, on puisse voir comment eux ont un impact au sein du collectif qu'on essaie de créer, qui soit maximal et que ça leur permette de s'épanouir. Parce qu'évidemment, il y a un lien très fort entre l'épanouissement au travail. Alors, il peut y avoir l'épanouissement en dehors du travail et l'engagement, c'est-à-dire que alors justement, je voudrais en profiter, je vais reprendre ce que tu viens de dire, Charlie, et je voulais rebondir sur un paradoxe qu'il y a aujourd'hui autour de l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, il y a une forte défiance par rapport à vis-à-vis de l'entreprise, de plus en plus, heureux. Et en parallèle, l'entreprise est l'unique vecteur de sociabilisation et d'accomplissement de soi sur un plan professionnel. Alors je dis l'entreprise, je devrais dire les organisations, parce que ça peut avoir un format différent. Vous observez ce paradoxe, comment il se traduit, comment vous pouvez l'accompagner? Alors, je voudrais revenir sur la défiance. Je ne sais pas si on peut parler de défiance. Je pense que ça dépend entièrement de la taille de l'entreprise. Nous, au CJD, on représente des entrepreneurs qui ont en moyenne une vingtaine, une trentaine de salariés. Donc, on est sur des petites entreprises. Je ne pense pas qu'il y ait de la défiance vis-à-vis des petites entreprises. Je pense que la défiance ambiante qu'on a, c'est plutôt face aux gros groupes. Moi, je pense qu'effectivement, on repose la question centrale de à quoi sert l'entreprise, quel est son rôle au sein de la société, pour moi en tant que collaborateur. Il y a eu des questionnements aussi passés sur, typiquement sur justement, pour revenir sur ce sujet-là, sur le partage de la valeur. Donc, est-ce qu'on rémunère le capital ou le travail? Donc ça, c'est des questions qui traversent les âges, mais qui sont toujours très actuelles aujourd'hui. Et puis, il y a une question de comment je me projette dans ce collectif et comment, en tant qu'individualité, en tant que personne, je peux à la fois apporter et l'entreprise m'apporte. Et je crois que c'est surtout là où il y a un profond changement ces dernières années. C'est qu'est-ce que, en tant que collaborateur, je dois ou je peux amener à une entreprise et qu'est-ce que l'entreprise m'amène en retour. Et ce rapport de force hérité des 30 Glorieuses où l'entreprise toute puissante me prend sous sa protection, m'offre une mutuelle et tout un tas d'avantages, les congés payés, etc. Mais me demande en retour une forme, j'ose pas dire d'asservissement, quand même pas, mais en tout cas, je lui dois, c'est le fameux lien de subordination dont on parle souvent en France, il est un peu remis en question. On parle plutôt de nouvelles méthodes de collaboration, on parlait tout à l'heure de comment les entreprises elles se transforment, elles transforment aussi leur business model. C'est quoi les nouveaux modèles économiques qui créent de la valeur sans détruire tout ce qui nous entoure? Donc toutes ces questions-là, elles sont centrales, elles sont complexes, elles sont liées entre elles. Et tous ces mouvements individuels, à un moment donné, ils se rencontrent. Et c'est là où redéfinir concrètement ce que c'est qu'une entreprise en 2024, c'est pas si facile. C'est clair. Je voulais juste m'arrêter sur un point. Tu as parlé du fait des attentes des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise. J'ai pas mal de managers qui me disent, dans différentes tailles d'entreprise, nos collaborateurs aujourd'hui veulent tout, mais ne sont pas prêts à donner grand-chose. Parce qu'il y a ce sentiment que, voilà, ils attendent, ils demandent, etc. Et que, quand il y a besoin de faire plus ou de faire différemment ou autre, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. On peut avoir 1000 débats là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre regard. Ouais. Moi, je pense que là aussi, c'est un héritage du passé. Moi, dans mon activité, ce que j'observe, c'est que on est quand même sur un marché. Donc, il y a les entreprises qui ont des besoins, c'est le marché de l'emploi d'ailleurs, et des collaborateurs qui cherchent des missions dans lesquelles s'épanouir. Le problème, c'est comme toujours que si à un moment donné, il y a des abus dans ce marché, ou en tout cas un déséquilibre dans le rapport de force, et le rapport de force, il faut le dire, a été quand même très en faveur des entreprises pendant longtemps, il finit toujours par se corriger d'une façon ou d'une autre. Ou en tout cas, peut-être à se redéséquilibrer dans l'autre sens. C'est comme un mouvement de pendule où, si c'est monté trop d'un côté, ça remonte de l'autre. Et je pense que les entreprises, justement,
grâce à ce pouvoir, entre guillemets, qu'elles avaient en offrant tout un tas d'avantages aux collaborateurs, ont créé ce sentiment un petit peu de dépendance de l'un à l'autre, dont aujourd'hui les travailleurs cherchent à s'affranchir. On le voit... moi je pourrais en parler pendant des heures sur l'avènement du freelancing, mais en fait on parlait tout à l'heure de nouvelles formes, de nouveaux business models. Il y a aussi des nouvelles formes d'emploi. Donc on voit bien que les travailleurs qui arrivent sur le marché, ils n'attendent pas la même chose de l'entreprise avec laquelle ils vont collaborer, et ils sont pas prêts à donner la même chose. Par contre, là où effectivement je suis totalement d'accord aussi, c'est qui donne en premier du coup. C'est ça la question. C'est est-ce que j'arrive dans une entreprise et j'ai tout de suite un certain nombre de demandes sans avoir nécessairement fait mes preuves, ou est-ce que je dois d'abord faire mes preuves? Et ça, c'est une question qui, je trouvais, assez actuelle et qui n'est pas simple non plus à répondre parce que, évidemment, il faut les deux. Il faut qu'il y ait un engagement mutuel. Et c'est là où on redessine complètement la collaboration entre les parties. C'est pas l'une qui doit à l'autre, puis ensuite, il y a un retour. C'est comment, collectivement, ensemble, on co-construit un parcours qui va permettre aux collaborateurs de se développer et à l'entreprise de grandir. Oui. Et un regard là-dessus, Elisabeth? Alors moi, du point de vue de ma propre entreprise, donc moi j'ai un réseau de franchises d'écoles d'anglais que j'ai implanté sur le territoire français il y a 9 ans. Moi je constate pas ça. Moi je constate que mes équipes en tout cas donnent quand je leur donne et que je les écoute et que je co-travaille avec eux et que je co-décide avec eux, elles donnent sans compter. Donc voilà, c'est ma propre expérience. Mais c'est la réponse à ce qu'on vient de dire. C'est l'engagement et la co-construction. Et la co-construction. Donner du sens. En fait, je pense que la génération actuelle, la chose qu'elle cherche, c'est du sens. Il y a énormément de jeunes qui sont prêts à passer à côté d'un gros salaire pour avoir un métier à mission. Qu'est-ce que ça veut dire, un métier à mission? Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? Avoir de l'impact. Et savoir pourquoi on se lève le matin. Donc avoir un impact, qu'il soit social, sociétal, environnemental, mais c'est contribuer au développement de notre pays, en tout cas à quelque chose de plus grand que soi. Ouais, de plus grand que soi. Ouais. Je pense que là, on sort des Jeux Olympiques. Je pense que les bénévoles des Jeux Olympiques, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais après, ce qui est important quand même à rappeler, c'est que aujourd'hui, on en parle énormément, mais je pense que pour beaucoup de personnes, moi, j'ai travaillé avec des personnes de tout secteur, de tout type de collaboration, et dans des secteurs où on penserait qu'il n'y a pas de sens. Je prends les secteurs du nettoyage. J'avais des personnes qui trouvaient énormément de sens, parce que leur sens, c'est une contribution collective, donc que ça soit un bureau, que ce soit des centres de vacances. Et paradoxalement, dans des secteurs à mission, parce qu'on peut pas appeler ça autrement intrinsèquement que des hôpitaux, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de sens dans leur travail. Donc le sens aussi, je pense que c'est important de rappeler que c'est effectivement le leader qui le donne au quotidien, en faisant ressortir, en valorisant la contribution de chacun au collectif. Et il cultive. Et qui n'est pas forcément de sauver le monde, parce qu'en fait, il y a toute une chaîne. Non, mais je veux dire, quel est le sens d'une activité du développement de l'anglais, par exemple. Donc, beaucoup y en avoir. En fait, voilà, chacun vient contribuer, vient apporter sa pierre à son niveau. Et ça, je pense que c'est important, parce que je trouve qu'il y a trop de... en fait, on fanfaronne des raisons d'être qui se ressemblent toutes, et sans se questionner de la posture du dirigeant et du manager. Et en fait, au quotidien, le collaborateur trouve beaucoup plus de sens dans la posture, dans le feedback aussi que lui fait le fait qu'on l'implique dans la décision, le fait qu'on lui fait des feedbacks sur son apport, que sur une raison d'être déclarée sur un mur. Oui, alors déjà, effectivement, la raison d'être, elle doit absolument être incarnée. Ça peut pas juste être quelque chose de déclaratif qui n'est pas décliné. Ça, je crois que ça ne fonctionne plus du tout, et heureusement. Heureusement également, je pense que en fonction de nos propres appétences, en fait, cette quête de sens, elle est très intime, très intrinsèque, complètement, très liée à notre histoire personnelle, à ce qu'on a vécu, à nos valeurs propres. Moi, par exemple, je sais que mes valeurs, c'est la justice et la liberté. Je travaille dans le freelancing, petit et grand, c'est ça mes combats de vie. Et je crois que ce qui est important, du coup, c'est de bien se connaître, de savoir ce qu'on a envie de faire bouger dans la société à notre niveau, et que c'est là où on peut aligner complètement notre quête de sens et nos valeurs avec ce que un collectif peut aussi nous apporter. Et du coup, bien se connaître, Elisabeth, est-ce que vous, en tant que dirigeant, à la fois avec votre casquette CGT, votre casquette de dirigeante,
C'est un de vos rôles en tant que leader par rapport à vos collaborateurs. Alors oui, tout à fait. Et puis quand on rentre au CJD, si on se connaissait mal avant, on se découvre. On finit par se connaître. On finit par se connaître. Donc la formation est notamment un des piliers du CJD. Et quand on parle de formation au CJD, un cas sur deux, c'est du développement personnel. Et est-ce que votre rôle, c'est aussi de permettre à vos collaborateurs de mieux se connaître ? Bien sûr. Tout à fait. Comment vous faites ? En les challengeant, en les invitant sur des sujets dans lesquels ils n'ont pas de connaissances, sur lesquels ils ne penseraient même pas s'aventurer. Donc c'est leur mettre des challenges et les inviter à réfléchir sur des sujets complètement étrangers à leurs yeux. Je serais curieuse d'avoir votre définition de la bienveillance et de l'exigence par rapport à ça. Comment vous voyez ? Alors je pense que moi la marque que je représente sur le territoire français se veut bienveillante et on a une méthode d'apprentissage de l'anglais qui se veut bienveillante. La bienveillance, c'est de l'empathie, c'est de l'encouragement, c'est du positif et donc c'est du challenge aussi. Alors je pense avec mes équipes être bienveillante, avec moi-même moins. Je revenais sur la notion de ça, malheureusement, on est toujours beaucoup moins bienveillant. On dit souvent qu'il faut se traiter comme son meilleur ami parce qu'on s'oublie. Oui. Je reviens sur cette notion parce que vous avez beaucoup parlé de challenger vos équipes. Et pour moi, c'est là où je vois... En fait, pour moi, l'exigence, c'est l'exigence que j'ai à la hauteur du respect du professionnalisme de mes collaborateurs. Je trouve que parfois, avec la bienveillance, on en oublie, on devient dans la complaisance. Alors justement, c'est marrant que tu dis ça, puisque effectivement, au CJD, on dit bienveillant mais pas complaisant. Et donc, c'est vraiment ça. Et en fait, on peut être bienveillant, effectivement, sans tomber dans la complaisance. La bienveillance, c'est une façon, je crois, de faire du feedback, de s'adresser à l'autre, qui prend en compte ce qu'il pourrait ressentir. Donc, c'est effectivement une forme d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de feedback sur des choses sur lesquelles il doit y avoir des améliorations, où il y a des évolutions possibles. Et en fait, c'est ça aussi, je crois, notre rôle en tant que leader, et peut-être pas uniquement manager, c'est d'incarner une forme d'exemple, surtout qu'on est dans une société où les rôles modèles, ils prennent quand même beaucoup d'importance. Et donc, d'être un modèle pour nos collaborateurs, dans lequel ils peuvent se retrouver, peut-être se projeter à l'horizon de quelques années aussi dans leur propre carrière et parcours de vie. Et ça, en fait, il faut être à la hauteur de cette attente parce qu'elle est quand même lourde pour nous, justement, leaders, managers, dirigeants. Et donc, il faut bien amener les choses tout en expliquant que faire grandir l'entreprise en tant qu'entité économique, mais encore une fois, pas uniquement, et faire grandir ses collaborateurs, ça marche évidemment de pair. Et donc, en fait, c'est soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Et je crois que ça, c'est un discours qu'il faut de plus en plus marteler parce que, c'est la réalité des choses. On a besoin les uns des autres. Et deux, ça, je trouve, justement, en tout cas, moi, c'est une définition d'entreprise avec laquelle je suis à l'aise aujourd'hui parce que c'est vraiment le collectif. C'est un collectif au service d'une mission qui peut-être est incarnée ou portée par un dirigeant, mais qui doit se déployer à tous les niveaux de façon extrêmement concrète. Et pour ça, on a besoin des managers, on a besoin des collaborateurs, on a besoin que toute l'entreprise se mette en mouvement. Et si je reviens à ce que tu disais, la notion, quelle est l'image, l'exemple du leader que tu veux incarner auprès de tes collaborateurs et que, en te plaçant à la fois à Charlie auprès de tes collaborateurs, mais aussi au niveau CJD Paris? C'est une question évidemment difficile et où il n'y a pas de réponse unique. Non, mais moi je veux la tienne, je veux la vôtre. Moi je pense que je suis quelqu'un qui aime bien l'influence. Je pense que inspirer les autres peut permettre, c'est parfois moins concret l'influence et l'inspiration parce que ça met plus de temps à infuser. C'est un chapitre de mon livre qui va sortir en janvier. Voilà, tu vois. Mais par contre, ça touche beaucoup plus de personnes. Oui. Et donc je trouve que c'est important de faire passer des messages auxquels on croit, de défendre ses valeurs, de montrer qu'on est aligné avec ces valeurs-là, parce que ça c'est très puissant chez les personnes et ça peut leur permettre de se poser leurs propres questions sur c'est quoi mes valeurs, à quoi je contribue, comment moi je peux être la meilleure version de moi-même, est-ce que j'ai envie de l'être et pour servir quoi. Donc ça pose beaucoup de questions qui nous aident à nous aligner tout au long de notre vie sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on a envie, ce dont on a envie. Et quand on s'aligne, tout est tellement plus simple et limpide, quoi. Ouais. En même temps, on est une seule personne, professionnellement, personnellement. Ça, c'est sûr. Après, moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur le leader. Je pense aussi qu'on oublie souvent, mais un leader qui est authentique, naturel et qui ose être vulnérable est un leader qui inspire et on devient humain
vis-à-vis de nos collaborateurs. Et ils aiment nous voir craquer de temps en temps, en fait. Ils se disent, mais on n'est pas les seuls. et ça nous rapproche de nos équipes. Et ça les motive. Mais on les autorise aussi en faisant ça. Mais bien sûr. Et c'est vrai que récemment, j'ai rencontré un manager qui me disait, je vais être un leader, je vais inspirer mes équipes. Je lui dis, ça veut dire quoi? Et en fait, il me dit, à ce moment, je lis un livre par semaine parce que faut que j'apprenne plein de choses pour les inspirer. Et donc, on est revenu sur l'inspiration. C'était un séminaire avec toute une équipe managériale. Et on est revenu sur ce que c'était que l'inspiration. Et c'était extrêmement intéressant à déconstruire. Ah oui. Et en fait, il était déjà total. Alors, en plus, ses collègues disaient, mais enfin, tu es déjà quelqu'un de très inspirant pour nous tous. Mais ils ne se voyaient pas du tout comme ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de schémas à déconstruire. On a un peu cette culture de soi fort et sachant. Je veux dire, tout autant CJD que ce soit, à l'époque où j'ai connu le mouvement, il y avait cette culture, je veux dire, tout aussi humaniste qu'elle était, il y avait encore cette posture quand même plutôt du leader non vulnérable. Ça a changé. Qui a la réponse à tout. Ça a complètement changé. Bien évidemment. Il y avait déjà un peu ça, mais on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole est bien plus libre sur le sujet. Il y a beaucoup plus, tu parlais de rôle modèle, Charlie. Les rôles modèles se positionnent beaucoup plus là-dessus. Rôle modèle, c'est pas un culte de la personnalité. Hein. Non. Comme l'influence, c'est pas... et heureusement. Et tu vois, pour donner des traductions extrêmement concrètes à ce qu'on est en train de dire, c'est amusant. Ce matin, j'avais une réunion avec toute mon équipe commerciale et on se challengeait, on faisait des appels de prospection pour aller chercher des nouveaux clients. Je me suis prêté à l'exercice. Et à la fin, je leur ai dit, vous savez, même pour moi, qui suis peut-être votre dirigeant, qui ai créé la marque, qui connaît le discours par cœur, c'est pas facile pour moi de le faire devant vous. Et en fait, en faisant ça, je leur ai montré que, évidemment, j'avais conscience que l'exercice que je leur demandais, il était extrêmement difficile. Et justement, j'étais en pleine vulnérabilité, en tout cas honnêteté, dans toute la sensibilité que j'ai, de dire, oui, c'est pas parce que je suis dirigeant que c'est plus facile pour moi. C'est un exercice collectif difficile pour nous tous, mais par contre, je me prête au jeu parce que y a pas de raison que ce soit différent et que et je crois que c'est ça un peu l'inspiration. L'inspiration, c'est pas mettre quelqu'un à un niveau. Au contraire, l'inspiration, elle vient beaucoup de l'humilité, de effectivement l'honnêteté, là aussi l'alignement avec nos valeurs. Et du coup, quand on est clair dans ce qu'on envoie au monde, entre guillemets, dans ce qu'on expose aux autres, on a forcément une forme d'inspiration pour les autres. Avec un peu de conviction aussi. Et évidemment. Il faut incarner quelque chose. Mais évidemment. Tu parlais de rôle modèle. Pour moi, le rôle modèle, c'est ce qui te donne à ton cerveau le sentiment que c'est possible, en fait. Et tu vois, tu parlais de rôle modèle avec aussi une notion de vulnérabilité, une notion de se mettre en risque. Donc, c'est aussi montrer que c'est OK, c'est possible, c'est OK. Donc, c'est à la fois le rôle modèle, comme c'est possible d'accéder à certains postes, ou de développer certains business, ou de prendre certaines fonctions ou autres. Et puis, tu as aussi le rôle modèle où c'est possible de se tromper, c'est possible de... Voilà. Donc, il faut faire attention. Et effectivement, ça me paraît être aujourd'hui, quand on parle du leader... moi j'appelais ça la partie plus transmission, et pour moi c'est une partie absolument fondamentale, mais qui demande beaucoup de maturité. Donc pour moi c'est une fin de process en fait. Enfin une fin de process. Le process n'est jamais terminé. Oui, mais je veux dire ça demande... Ça aboutit. Ça demande d'avoir quand même une certaine maturité, puisque l'idée c'est pas non plus d'y aller en faisant n'importe quoi, et voilà, parce que ça peut avoir aussi des dangers. Mais c'est une connaissance de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une connaissance de soi, c'est... Et de l'impact, à parler pour moi, c'est l'impact qu'on veut avoir. Vous en avez beaucoup parlé aussi de ce qu'on veut, qui on veut être par rapport à nos équipes et à notre entreprise. Ouais, bien sûr. Je voulais finir sur une question qui était la relation au travail, qui a aussi beaucoup évolué, parce que le travail est beaucoup plus devenu un moyen qu'une fin. Néanmoins, malgré tout, et on l'a largement entendu dans votre échange, ça reste nécessaire à la fois pour manger, mais aussi parce que c'est ce qui nous donne une place dans la société, et puis on en a parlé, c'est aussi source d'accomplissement, d'une certaine manière. Comment est-ce que vous percevez l'évolution de cette relation au travail au CJD? Comment ça vous questionne? J'imagine que vous y réfléchissez, parce que c'est quand même quelque chose qui est central, qui parfois déroute les dirigeants. Donc, quel est votre regard? Alors oui, c'est sûr que c'est une question qui est absolument centrale, que ce soit pour recruter, pour fidéliser les talents, pour fédérer, c'est vraiment une question qui est pas simple, où là aussi il y a encore beaucoup de questions et finalement pas tant de réponses que ça. Mais effectivement, le rapport au travail, il a totalement changé. Il y a un côté qui pourrait être... mais qui est beaucoup en fait en réflexion justement par rapport au management et à la culture d'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort d'école aujourd'hui, il va peut-être chercher plutôt... je fais des généralités, c'est pas toujours comme ça, mais un côté utilitaire à l'entreprise. Mmh. Sauf qu'en fait, à l'inverse, on arrive à engager ces personnes
Alors montrer que l'entreprise n'est pas que là pour servir des besoins ou apporter un confort matériel qui évidemment est un prérequis quand on travaille, il n'y a pas de débat là-dessus, mais permettre d'accéder à un collectif, de grandir, de se développer, de voir la progression qu'on a, à nouveau de contribuer à plus grand que soi. Moi je crois que ça permet de rééquilibrer définitivement justement cette relation qui se reconstruit avec des collaborateurs peut-être plus jeunes qui n'ont pas les mêmes attentes effectivement que nos parents. Il y a une statistique qui est très intéressante là-dessus. Je crois que c'est 85% de nos grands-parents passaient plus de 20 ans dans une entreprise. 85% et 20 ans, c'est énorme. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, effectivement, les collaborateurs, ils vont changer d'entreprise, ils vont avoir des cycles, ils vont vouloir apprendre de nouvelles choses. Et nous, on doit quelque part les amener d'un point, en tout cas, je considère que ça fait partie de notre job, les amener d'un point A à un point B pour qu'ils puissent aussi continuer de se développer, peut-être ailleurs. Parfois, c'est frustrant, c'est vrai. Mais c'est aussi notre rôle. Et là aussi, on contribue à la société en faisant ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Le cycle de vie dans une société maintenant est très court. Je crois que c'est moins de 5 ans. Plutôt 3, ouais. Donc 3, même 3. Donc c'est incroyablement court, très frustrant pour nous en tant que chef d'entreprise, parce que on prend du temps quand même pour former nos équipes. Et on prend du temps, on prend soin d'eux aussi. Je pense que le soin est très important. Et quand on les voit s'envoler ailleurs, alors oui, ça fait un pincement au cœur. Parfois, c'est pour des missions complètement différentes, mais c'est vrai qu'on sait pour aller chez le concurrent, ça nous fait un petit pincement, un gros même. Je pense que c'est important aussi ce que tu dis. C'est vrai qu'on en a peut-être moins parlé, mais la notion de care, de prendre soin, et ça, c'est très important justement aussi avec les jeunes générations dont on dit souvent ah oui, ils sont moins engagés, etc. Alors déjà, encore une fois, moi je pense que c'est pas vrai. Moi non plus. Et deuxième chose, l'entreprise, elle a un rôle social hyper fort. C'est-à-dire que, j'en parlais là récemment avec quelqu'un, mais le chef d'entreprise, souvent, il est au courant de la vie personnelle de certaines personnes qui ont des difficultés, que voilà, il peut y avoir un conjoint malade, il peut y avoir je sais pas, un enfant qui va pas bien, il peut y avoir un divorce, il peut y avoir... Et l'entreprise, elle a aussi un rôle, justement, quand même, encore une fois, communautaire et de solidarité. Et c'est un peu un point d'ancrage qu'on a quand d'autres pans de la vie vont moins bien. Et donc, ça aussi, c'est important. Il faut le rappeler, il faut savoir le piloter. Oui, mais c'est quelque chose, je pense, qui évolue avec le fait que les gens restent moins longtemps dans l'entreprise. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup d'ancienneté, les gens finissent par beaucoup se connaître. Bien sûr. Et cette notion de solidarité collective, moi, j'ai vu dans des plus grandes entreprises des collaborateurs reverser des congés des collaborateurs qui avaient une personne malade ou autre. Enfin, maintenant, il y a des protocoles pour ça. Mais à l'époque, c'était des trucs faits avec des bouts de ficelle pour y arriver. Et effectivement, c'est comment on arrive à créer cet aspect communautaire, parfois avec des gens qui tournent vite. Après, avec un bémol près, moi, quand j'ai commencé à travailler à 30 ans, j'ai mon premier poste, je suis restée 3 ans, et j'avais un DRH qui m'avait dit, fais gaffe, dans tes postes, c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans la vie. Donc, au bout de 10 ans, il faut toujours que tu aies bougé. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler en 96, c'est quand même pas tout jeune. Son discours, c'était déjà, là, pendant au moins 3-4 expériences, au bout de 3 ans, tu bouges. Bon, la deuxième, je suis restée 15 ans, j'ai pas du tout écouté. Mais j'ai bougé de poste dans l'entreprise tous les 2-3 ans. Mais donc j'ai quand même toujours entendu ça pour la question de stimuler. C'est vrai que quand on a une plus petite entreprise, les gens peuvent pas occuper 45 postes différents, donc c'est difficile. Et je l'entends souvent de dirigeants, et vous avez raison, c'est toujours, ça fait un pincement au cœur. Après, est-ce que c'est pas aussi, alors quand ils vont chez le concurrent, je pense que ça fait double pincement au cœur. mais est-ce que c'est pas aussi quelque part le signe d'une grande réalisation, quelqu'un qui s'envole, parce que succès. C'est un succès. Comme un enfant qui prend ses ailes, quoi. Voilà. Si on revient à la contribution sociétale, c'est vrai que on aimerait bien certaines personnes les garder longtemps, mais les encourager à rester, est-ce que c'est les aider à s'ouvrir? Est-ce que c'est les aider à s'armer? Est-ce que c'est les aider à... Donc en fait, non, mais je pense que la question là, elle est vraiment, elle est difficile parce qu'elle a aussi une réalité économique. Parce que embaucher quelqu'un et le former, c'est long, c'est coûteux. Et en même temps, il y a cette notion effectivement sociétale qui est super. Et imagine que si vous avez des collaborateurs que vous avez dû voir passer et qui ont depuis fait des parcours. Mais bien sûr. C'est très satisfaisant. Contribution, nous aussi, on revient toujours à ce sujet de contribution on a pu avoir sur leur parcours, quel impact on a pu avoir.
Et voilà, j'en parlais avec des personnes, par exemple, de Blablacar. C'est assez marrant de voir qu'il y a énormément d'anciens salariés de Blablacar qui étaient là au tout début de l'aventure Blablacar et qui ont créé leurs propres entreprises. Donc, c'est une usine à créer des entrepreneurs, par exemple, parce qu'ils ont une culture d'entreprise qui est particulière. Et c'est vrai que, voilà, moi, quand j'ai des collaborateurs qui partent, évidemment, j'ai ce pincement au cœur et en même temps, je suis tellement content de voir ce qu'ils deviennent et de me dire que, à mon petit niveau, au niveau de notre entreprise, on a pu contribuer à ça. Il faut accepter, encore plus dans le monde dans lequel on vit, qui est très très rapide, d'être, voilà, on est tous de passage. On a des étapes, des cycles qui ont tendance à se raccourcir de plus en plus, avec les bons et les mauvais effets que ça a, mais il faut l'accepter et accepter qu'on n'a pas de prise sur tout, et voir le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est qu'effectivement, l'avantage, c'est que dans des cycles courts, on apporte aussi beaucoup d'impact dans la vie des gens, et je crois que ça, en tout cas, moi, ce que je préfère dans l'entrepreneuriat, c'est transmettre et voir les gens grandir. J'avais un dirigeant d'une entreprise à peu près de taille des vôtres qui m'avait dit, il y a longtemps d'ailleurs, je crois qu'il l'avait dit au micro du podcast, en tout cas il y est passé sur le podcast, qu'il avait un budget pour ça. En fait, pour ne plus avoir trop de pincements au cœur, et aussi pour pouvoir avoir les moyens de se séparer quand il avait fait un mauvais recrutement, que ça ne rendait service à personne, et qu'il avait un budget pour que ça ne soit plus une question il reste trop économique. Humain. Il reste bien sûr le côté humain. Il ne viendra pas, quoi qu'il arrive. Ah ben ça, bien évidemment, mais le côté économique, parfois, est quand même aussi complexe à gérer, parce que là, tu parles du côté humain, mais j'ai quand même souvent des dirigeants qui me l'évoquent sur un point de vue économique, parce qu'à chaque fois, c'est un coût, et je l'entends, enfin, je veux dire, on va arriver à notre dernière question, mais l'entreprise, elle a une réalité économique sans laquelle elle ne tient pas, donc... Bien sûr. Ça s'appelle une marge de sécurité. Je crois que quand on est entrepreneur, on a tous une marge de sécurité qui est un pourcentage de notre chiffre d'affaires, plus ou moins grande en fonction de notre optimisme et de notre optimisme, je crois, surtout. Et ça rentre dedans. Capacité, ouais. Voilà. Alors, j'arrive à la dernière question qui était comment on maintient justement cet équilibre entre la performance et l'aspect économique, l'aspect humain et l'aspect impact. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de recette magique, mais... Non, c'est sûr. Alors ça typiquement, moi, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé au CJD, parce que effectivement, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir un impact qui n'est pas que économique, mais n'empêche que le prérequis, c'est quand même l'impact économique. En tout cas, l'entreprise reste une entité économique, même si elle a des prérogatives élargies et qu'on doit tous mesurer notre impact, mais particulièrement les entreprises. Je crois qu'une façon de répondre au sujet, c'est justement de repenser un peu nos modèles économiques, de réfléchir à comment on fait les choses. Le comment, il y a évidemment le pourquoi, dont on a énormément entendu parler ces 10 dernières années. Why, le why de Simon Sinek, mais il y a aussi le comment on fait les choses. Et je crois que dans le comment on fait les choses, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut explorer. Donc voilà, il faut qu'on réinvente nos boîtes pour qu'elles soient le plus vertueuses possible. Mais évidemment, de toute façon, si on veut avoir un impact positif et à long terme et construire des choses qui puissent aider l'espèce humaine dans sa globalité, il faut que l'entreprise elle soit soutenable. Donc, une entreprise qui n'a aucun avenir économique, par définition, ne peut pas avoir un impact positif. Que ce soit en termes de création d'emplois, que ce soit même en termes peut-être d'impact sur l'environnement, si on est sur des entreprises qui sont extrêmement vertueuses, que ce soit... Donc, la première de nos prérogatives, je crois, c'est d'assurer la pérennité de nos entreprises, de créer des emplois qui soient justement pérennes, stables, qu'on permette aussi à des collaborateurs de grandir. Et ensuite, effectivement, vient tout ce qu'on peut faire en plus et la façon dont on le fait pour que ça ait beaucoup de sens, que ça s'inscrive dans quelque chose de plus global et que, effectivement, on prenne en compte les aspects sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont évidemment au centre. Donc, c'est la réconciliation, je dirais. En fait, pour moi, les nouveaux modèles économiques qu'on doit trouver, et je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais en tout cas, on y réfléchit beaucoup, et notamment au CJD, c'est la réconciliation entre l'activité économique, qui est évidemment, encore une fois, un prérequis, et l'impact au sens noble du terme, comment on peut avoir un bon impact, donc un impact minime sur l'environnement, mais un impact maximal sur le social et sociétal. C'est la réconciliation de tout ça, je crois. Elisabeth, quelque chose à ajouter? Pas grand-chose. Je crois que Charlie a fait le tour. La performance économique d'une entreprise est indispensable, évidemment. Elle passe quand même par du sens, par de l'impact pour les équipes, en tout cas. Si on a une équipe performante, est une équipe épanouie, heureuse, qui grandit. On peut avoir un business model extraordinaire si on n'a pas les équipes
qui se sont donné une mission et qui sont persuadés d'accomplir une mission qui aura de l'impact sur leur environnement au sens large du terme, on n'arrivera pas à développer ce business model. Donc, la performance garde la primauté, la pérennité économique de l'entreprise est fondamentale, mais aujourd'hui, elle ne peut plus exister seule. Si on ne se pose pas la question d'impact. L'impact au sens large, comme on évoquait. Oui. Merci infiniment à vous deux. Merci. D'avoir pris le temps de venir au micro avec moi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur, partagez-le avec 2 personnes dans votre réseau. C'est une belle façon de renforcer vos liens professionnels tout en contribuant à l'expansion de notre communauté. Pensez aussi à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen d'aider d'autres leaders à découvrir ce contenu, le meilleur moyen également pour me remercier pour ce travail. Pour ne rien manquer sur le podcast, suivez-nous sur la page LinkedIn L'entreprise de demain. Et si vous souhaitez aller plus loin, discuter de vos problématiques de leadership, organiser une conférence inspirante pour vos managers, je serai ravie de vous aider. Contactez-moi à delphine.zanelli@l'entreprisededemain.com. À bientôt!